Bienvenue, c'est l'heure du point de l'actualité nationale et internationale sur RTI 1, les titres de ce 14 janvier. L'ambassadeur du Vietnam a terminé sa mission en terre ivoirienne. Tran Quoc Tuy est allé le signifier au chef de l'État ivoirien et prendre congé de lui. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des relations qui unissent la Côte d'Ivoire et le Vietnam, des liens qui se sont d'ailleurs bien développés. Les perspectives ont aussi été évoquées. Il est également question de perspectives à l'Assemblée nationale. Quelles sont-elles pour cette année 2020? Comment l'institution compte-t-elle aborder cette année électorale et surtout relever tous les défis qui se dressent devant elle? Les députés et le président de l'hémicycle ont échangé à ce propos. Les agences de voyage, ces intermédiaires et conseillers entre voyageurs et compagnies aériennes, nous les mettons au devant de la scène dans EcoPlus ce soir. Elles sont plus de 500 en Côte d'Ivoire. Comment le milieu est-il réglementé? Le sujet au cœur du défi économique de ce 20h. Et puis le sommet du G5 Sahel, les présidents de ces 5 pays du Sahel étaient hier à Pau en France. Ils ont échangé avec le président français Emmanuel Macron. Il en ressort la décision de renforcer leur coopération militaire. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. C'est au palais présidentiel que l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara. Selon Tran Quoc Tuy, les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire se sont bien développées. Vijanaïma. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Quoc Tuy, a été reçu avant son départ par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. Si la Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, l'ambassadeur vietnamien s'est réjoui du dynamisme enclenché dans les relations entre les deux pays depuis ces dernières années. Ces dernières années, il est certain que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont bien développées avec, sur le plan politique, avec les échanges des visites de haut rang des fonctionnaires vietnamiens. Par exemple, la visite au mois de juin en 2019 par le ministre des Affaires étrangères au Vietnam et la visite d'un membre du bureau politique du Vietnam en Côte d'Ivoire également au mois de juin et la visite de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre vietnamien en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Tout cela reflète la détermination politique des dirigeants des deux pays pour approfondir et développer davantage des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Tran Quoc Tuy a passé 9 mois en Côte d'Ivoire. C'est le 23 mars 2019 qu'il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se prépare à mettre le cap sur les chantiers de l'année 2020. Les défis à relever en cette nouvelle année sont nombreux. Les députés et le président de l'hémicycle ont eu une rencontre pour en parler. Amadou Soumaoro met un point d'honneur à leurs actions en faveur de l'union et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI rencontre les agents techniques d'appui. Il s'agit d'asseoir une bonne base de collaboration avec ces acteurs essentiels du processus électoral. Ces agents ont reçu ce mardi leur feuille de route. Sidonie Davila. Ils sont chargés des opérations de vote. Ils sont 511 agents techniques d'appui. La commission électorale indépendante CEI leur a remis leur contrat d'embauche pour une durée de 12 mois renouvelable. Nous allons avoir un droit de réserve sur tout le travail que nous allons faire. Nous devons amener la paix en fait, au milieu des acteurs politiques afin que cette élection qui arrive puisse bien se passer. La ponctualité et puis la voie de réserve, surtout ça. On nous donne toujours ces instructions, on nous forme pour que nous puissions mener à bien cette mission. Durant 3 jours, ces agents d'appui technique, ATA, ont été formés. Le secrétaire général de la CEI a renouvelé les engagements pris. Ne pas diffuser, publier les informations internes à la CEI
ou à la CEL parler aux médias sans autorisation de la hiérarchie. La transparence, la crédibilité des élections dépendent du travail de ces 511 agents. En cela, le président de la CEI interpelle ces hommes et ces femmes sur l'importance de leur mission. Les agents techniques d'appui, comme les chefs d'antenne régionales, sont pour nous des pièces maîtresses dans notre schéma. Et aujourd'hui, ils doivent rejoindre leurs différentes circonscriptions, leurs lieux de travail. Il est bon que nous les rencontrions pour échanger avec eux, pour rappeler à ces derniers-là leurs obligations et leurs différents droits, parmi lesquels la ponctualité, l'assiduité et l'abnégation au travail. Bien entendu, quand ils vont afficher l'exécution de telles obligations, il n'y a point de doute que leurs droits seront préservés. Leur sécurité sera bel et bien assurée, qu'ils aillent à leur poste. Dès la semaine prochaine, ces agents techniques d'appui seront repartis dans tout le pays. L'idée, s'imprégner des réalités du terrain pour préparer le bon déroulement de la révision de la liste électorale. Ils ont eux aussi reçu en ce début de semaine leur cahier de charges. Les 13 membres du conseil de surveillance de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONECI ont été reçus par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Aboulaye Koné. C'est une agence d'exécution qui comprend 2 organes, dont le conseil de surveillance qui vient d'être installé. Ces hommes et femmes de qualité et d'expérience viennent aider l'ONECI à réussir sa mission sur toute l'étendue du territoire national. C'est un sujet qui nous a préoccupés depuis longtemps, à savoir enregistrer tous les citoyens qui séjournent pour diverses raisons sur notre territoire. Mais ça n'a jamais été fait. Là, nous avons une occasion et nous ne pouvons que nous réjouir. Avec ce système, ça va éviter à l'État de faire à tout moment les recensements. Le nouveau directeur général de l'ONECI apprécie ce soutien de taille. Il salue la mise en place du conseil. C'est déjà réconfortant de savoir que j'ai des personnes très bien expérimentées pour pouvoir m'appuyer dans cette mission très importante sur laquelle les Ivoiriens nous attendent. Les 2 ministres ont rappelé la mission des membres du conseil de surveillance. C'est vraiment une mission d'une très grande importance et je crois que le succès qu'ils enregistreront au bout de cette mission sera extrêmement important pour le pays. Les défis auxquels vous aurez à faire face sont importants. Pour les relever, nous savons pouvoir compter sur vos expériences, sur vos expertises respectives, qui font de vous des personnalités de référence dans l'environnement de l'identification et de l'état civil en Côte d'Ivoire. Les nouveaux membres du conseil de surveillance installés, l'ONECI aura désormais la lourde tâche de mettre en œuvre la politique nationale de l'état civil, de l'identification ainsi que la production des titres sécurisés. Direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, la paix et la cohésion sociale sont au cœur de la tournée de sensibilisation du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Après le Cavali et le Guémon pour la dernière étape, c'est le Tampi qui a accueilli le cheikh Bouakari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président du COSIM a exhorté les filles, les fils de ces différentes régions à être des acteurs de paix et à privilégier le dialogue. Il n'a pas manqué d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane et aussi les chefs traditionnels à prier pour des élections apaisées cette année 2020. Ce mardi 14 janvier marque le retour des dossiers de la rédaction en cette nouvelle année. EcoPlus, le dossier économie, fait une incursion ce soir dans l'industrie touristique, précisément des agences de voyage. C'est un secteur qui connaît en Côte d'Ivoire depuis bientôt 2 décennies un véritable boom. Plus de 500 agences de voyage se font la concurrence, mais avec Internet, l'activité des agences prend un coup, suivant le dossier EcoPlus proposé par Cheikh Koné. Des ballons géants volant à plus de 1000 mètres d'altitude au-dessus de vallées et de cheminées de feu. Nous sommes en Turquie, dans la région volcanique de la Cappadoce. Ce spectacle de montgolfière unique au monde est l'une des activités touristiques phares de cette région turque.
et rapporte environ 9 milliards de francs CFA par mois à l'économie locale. Pour un voyage de 30 minutes en montgolfière, il faut débourser environ 124 000 francs CFA. Mais l'expérience en vaut la peine. Étant dans le montgolfière, c'est doucement, doucement, pas de pression, pas de panique, pas de crainte. Comme nous sommes dans l'avion, il y a des secousses, souvent tu dis est-ce que tu te poses des questions? Dans le montgolfière, c'est tranquille. Pour ce groupe de touristes ivoiriens, la découverte de cette activité et de bien d'autres sites en Turquie a été possible grâce à une agence de voyage basée en Côte d'Ivoire. Chaque voyageur a déboursé 1 700 000 francs CFA pour une prise en charge complète sur 12 jours. Billets d'avion, hébergement et visite des sites touristiques inclus. Le boss de cette agence, c'est lui, Dengue Joseph. Sa structure s'est spécialisée dans l'organisation de circuits et visites touristiques. Nous avons décidé, après quelques temps, de nous consacrer au voyage de groupe. Donc, nous travaillons avec les églises, nous travaillons avec les mutuelles, avec les syndicats, même avec les particuliers. L'agence de voyage de Dengue a à son actif 85 circuits touristiques organisés à l'extérieur du pays et est en préparatif du 86e voyage du genre en Israël. En Côte d'Ivoire, on dénombre 500 agences de voyage, dont 90% sont installées à Abidjan. L'activité est en plein essor avec un cumul d'investissements de départ évalué à plus de 2 milliards de francs CFA. Marie-Reine Koné est présidente de l'Association des professionnels du voyage de Côte d'Ivoire, APV Côte d'Ivoire, mais également directrice de l'agence pionnière et leader du marché du voyage. 126 milliards de francs CFA de billets d'avion sont émis par les agences de voyage de Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la sous-région, le pays qui émet le plus gros volume de ventes. Après, c'est le Sénégal. 70% des ventes réalisées sur le marché local proviennent de 10 agences de voyage accréditées IATA, l'organisme international de sociétés de transport aérien. C'est cet organisme qui délivre l'accréditation autorisant l'émission de billets d'avion par une agence de voyage. En Côte d'Ivoire, seulement 10% d'agences de voyage sur les 500, soit 50, ont cette accréditation. Les 90% restants se contentent de l'accréditation du ministère du Tourisme et sous-traitent avec les agences accréditées IATA pour émettre des billets. IATA, c'était 100 millions pour les agences agréées. 100 millions. Mais ils ont pensé aux petites agences qui sous-traitent 15 millions, 20 millions. Ça dépend maintenant de la force financière de l'agence de voyage. Qu'elles soient expérimentées ou débutantes, les agences de voyage connaissent les mêmes difficultés, notamment la concurrence des sites de vente de biens en ligne. Barthélemy Kwame est chef d'entreprise. C'est un habitué des voyages d'affaires à l'extérieur du pays. Initialement client fidèle des agences de voyage, aujourd'hui, il avoue utiliser de plus en plus Internet pour l'achat de ses billets d'avion. Si vous allez dans une agence, une agence privée qui vend tous les billets de toutes les autres compagnies, il peut arriver que vous achetiez le billet trop cher par rapport à la compagnie. Mais si je prends une plateforme Internet, des fois, il peut avoir un décalage de moins 10%. 10% entre le prix que j'aurais eu sur Internet et le prix de l'agence de la compagnie. Un prix plus bas lors d'un achat effectué sur Internet. Cette situation est due au fait que les agences de voyage se rémunèrent en partie grâce aux commissions perçues sur les billets vendus. Cela induit une hausse de 5 à 15% sur le coût initial du billet. C'est vrai, l'Internet est là, la technologie est là pour faire avancer une activité, mais il ne peut pas remplacer le professionnel, celui qui se dit professionnel, celui qui a eu la formation de cette activité. Il a toujours sa place. Pour les usagers qui préfèrent acheter auprès des agences, c'est surtout la garantie d'un service d'assistance et de qualité qui motive leur choix. Vous êtes suivi par votre agent de voyage lors de votre séjour. En cas de certaines situations difficiles ou d'imprévus, vous pouvez contacter votre agent qui vous apportera l'assistance nécessaire. Face à la menace d'Internet qui fragilise l'ensemble du secteur à travers le monde, il convient pour les agences de voyage de se réinventer. Dans cette mouvance, les agences multiplient les stratégies marketing pour fidéliser leurs clients. De retour d'un circuit touristique en Turquie, ce groupe de voyageurs est reçu par son agence de voyage pour un moment convivial. Un système de réseautage qui a permis à l'agence de fidéliser environ
2000 clients. Dans cette quête de fidélisation, quelques agences s'adonnent à certaines pratiques, comme l'émission de billets à crédit à leurs clients. Il faut que les esprits changent. Alors, au sein des agences de voyage, parce qu'il n'est pas rare de trouver une agence de voyage qui accorde des crédits de 3 mois, ce qui est, je dirais, suicidaire. L'industrie du voyage est en plein essor. Malheureusement, le manque de cadre réglementaire laisse libre cours à toutes sortes d'abus. Le dernier en date est l'affaire des 225 pèlerins grugés par 2 agences de voyage agréées. Pour éviter pareille situation, l'État a décidé d'assainir le secteur. Nous avons un décret depuis 1977 qui a été pris sur les conditions de délivrance et de retrait des autorisations aux agents de voyage. Mais je le dis, le code a été pris en 2014. Mais l'économie évolue, l'activité évolue. Donc il faut sans cesse actualiser les choses pour être en phase avec l'économie, sinon ça va très vite. Les agences de voyage sous nos tropiques ont encore de belles cartes à jouer. Cependant, elles gagneraient à se digitaliser en introduisant le e-commerce dans l'industrie du voyage afin de garder toute la place qui est la leur dans le business du tourisme. L'activité des agences de voyage en Côte d'Ivoire, leur impact sur le secteur touristique. Le dossier EcoPlus de ce mardi a été proposé par le service économie de la rédaction de RTI 1. Les 27 et 28 février prochains, la capitale économique ivoirienne va abriter les assises sur les villes durables. Les ministres en charge de la ville et du développement urbain des pays africains francophones, des élus locaux, des chefs d'entreprise, entre autres, vont se retrouver autour d'une même table pour définir le modèle de la ville durable. Sephora Zegui. Jeter les bases d'une solide et bonne organisation du sommet Afrique-France, échanger et partager des solutions autour de la ville durable africaine. C'est l'objectif des rencontres d'Abidjan, des échanges qui vont permettre aux dirigeants africains et français de faire des propositions concrètes au prochain sommet Afrique-France qui aura lieu à Bordeaux du 4 au 6 juin. Une activité saluée par la France. Cette initiative, sans aucun doute, contribuera à faire du sommet Afrique-France un succès. Nous avons à co-construire les villes et les territoires de demain. C'est un enjeu majeur face aux défis locaux et globaux auxquels sont confrontés les pays africains et la France. Nous pouvons le faire à travers un partenariat renouvelé et équilibré. Pour le ministre de la Ville, Albert François Amicha, ces assises devraient déboucher sur des projets concrets qui seront portés par les chefs d'État au sommet Afrique-France. Il sollicite l'adhésion massive des entrepreneurs et start-upers ivoiriens. Les rencontres d'Abidjan entendent proposer des réponses innovantes en faveur du développement de territoires durables. Je voudrais solennellement inviter les entreprises du secteur privé à prendre une place importante dans l'organisation de ce rendez-vous continental et surtout d'y présenter des solutions qu'elles développent au sein de leurs différentes structures en matière de technologie, de services, d'ingénierie, de logistique, fléchées vers les exigences du développement durable. Des dialogues de haut niveau, sessions d'échange sur des solutions, stratégies et expériences inspirantes développées par les acteurs africains et français et des rencontres B2B seront au centre des rencontres d'Abidjan qui se dérouleront du 27 au 28 février prochain. Parlant de ville modèle, Adjoufou, dans la commune de Port-Boué, va connaître dans les jours à venir un grand nettoyage. Tous les habitants de l'espace mitoyen à la zone aéroportuaire sont sommés de quitter les lieux. Clément Boko nous donne les détails de cette décision et les réactions des populations concernées. On assiste depuis ce matin à un balai de motocycles et de camions de déménagement à Adjoufou, commune de Port-Boué. Les populations de cet espace mitoyen à la zone aéroportuaire sont sommées de quitter les lieux sous peine de déguerpissement. Ils ont donné les avertissements depuis des années, ce que, à moi, ma connaissance, avant l'arrivée du chef d'État, il y a ça là depuis. Mais tout ce que nous demandons, il faut nous donner un peu de temps pour pouvoir ramasser nos bagages. Certains vont jusqu'à retirer la toiture des maisons avant le grand ménage des engins de déguerpissement. Difficile pour d'autres de trouver un point de chute à cause de leurs conditions jugées trop précaires. Nos enfants vont à l'école ici. Ils vont à l'école, c'est comme si c'est une année perdue comme ça.
Donc vraiment, nous, on ne dit pas qu'on ne quitte pas, hein, mais vraiment, nous avons donné un délai raisonnable et puis nous avons venu nous recenser pour que nous aussi, on ait quelque chose, parce qu'on n'a rien. Cette situation fait suite à la mort de l'adolescent qui a franchi la clôture de l'aéroport pour s'agripper au train d'atterrissage d'un avion Air France en partance pour Paris. Dans un communiqué datant du 2 octobre dernier, le préfet d'Abidjan appelait déjà les populations à se retirer de cette zone interdite. Cet espace de 1000 hectares est une réserve stratégique pour l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À Mans, dans l'ouest ivoirien, une fosse commune a été découverte hier lundi. Une exhumation a eu lieu en présence des autorités judiciaires et policières. C'est à l'occasion des travaux de bitumage de la voirie lancés récemment dans la ville que cette découverte a été faite. Nous écoutons la procureure de Mans, Nafisiatou Kounta, qui a tenu un point presse ce mardi. Le 13 janvier 2020, au cours de l'exécution des travaux de bitumage de l'axe préfecture Mans, bataillon de sécurisation de l'Ouest, il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Mans. Une enquête a été immédiatement ouverte par le parquet près le tribunal de première instance de Mans. Les premières constatations faites par les médecins légistes du centre hospitalier régional de Mans ont permis de dénombrer 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans la dite fosse. Les investigations se poursuivent pour identifier les 10 corps et déterminer les causes de la mort. Fait au parquet de Mans le 14 janvier 2020. Et on se rend au village de Gobala, à 41 km de Korogo, sur l'axe Korogo-Boaké. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a officiellement ouvert 3 salles de classe à l'école primaire publique. Il a aussi procédé à la mise sous tension du village, à la grande satisfaction de ses habitants. À Mississoko. Un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau pour maître entièrement équipé. D'un coût de 40 millions de francs CFA, il porte à 6 les classes de l'école primaire du village. C'est le don à Gbogbala de Souleymane Coulibaly Dichouber, opérateur économique qui a bénéficié de la contribution du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'inauguration du nouveau bâtiment est faite par le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il salue l'action. Pendant que d'autres cherchent à déstabiliser notre pays pour se servir et non servir la Côte d'Ivoire, voilà un jeune frère, un vrai patriote qui sait partager, qui sait qu'être heureux tout seul est un bonheur futile. Bravo! Un autre acte de développement célébré lui aussi à Gbogbala, la connexion au réseau national électrique du village de plus d'1 millier d'habitants. C'est le ministre Issa Coulibaly qui effectue la mise sous tension pour sortir Gbogbala de l'obscurité. Ce jeudi est une journée mémorable pour les habitants. Pour être venu, en tout cas, moi je suis trop content même. Bon, en plus, en tout cas, c'est pas manque de moyens. Sans quoi, si j'avais TV chez moi, là, télévision, là, en tout cas, non, ça serait trop calme. Avant, on était obligé de faire les fiches juste avant 19h. Aujourd'hui, je peux même attendre, je peux me promener, venir faire mes fiches à 24 h si je veux. Donc c'est ça l'avantage de la lumière. Si chacun se lève et pose un petit acte de solidarité, un petit acte social, ça va améliorer le quotidien des populations. L'État ne peut pas tout faire, c'est une réalité. La double cérémonie de l'inauguration de 3 salles de classe de l'école primaire et la mise sous tension de Gbogbala pour le ministre Issa Coulibaly, ces actions entrent dans la droite ligne du programme social du gouvernement. D'un coût initial de plus de 727 milliards de francs CFA pour la période 2019-2020, le programme social du gouvernement passe à plus de 1003 milliards de francs CFA. Restons dans la zone nord de la Côte d'Ivoire. Le village de Pont-Vogo est tout aussi heureux des réalisations du gouvernement à la faveur de ses filles et de ses fils. L'épouse du Premier ministre s'est rendue sur place. Ahmed Traoré et Éric Goré nous y conduisent. Une
fête de la Saint-Sylvestre dans le pays profond. L'événement se passe à Pont-Vogo, dans le département de Korogo. L'épouse du Premier ministre y est, accompagnée de plusieurs personnalités de la région pour festoyer avec ces populations vivant en zone rurale et qui n'ont pas toujours cette occasion. Assetou Gon-Coulibaly avait un seul objectif, leur arracher le sourire. Il y avait à cette occasion de la joie et également de l'ambiance. Pont-Vogo est l'un des rares villages ici, préparés en Côte d'Ivoire, où il y a plus de poteaux que de maisons. Grâce au Premier ministre, ce campement a été transformé en un vrai village. Je voudrais d'abord dire toute ma joie d'être ici à Pont-Vogo avec vous. Merci à toute la population de Pont-Vogo pour cet accueil. Merci Ibrahim, il ne parle que de vous et du développement de Pont-Vogo. Profitant du moment, Assetou Gon-Coulibaly a remercié le président de la République et son gouvernement pour toutes les actions en faveur des populations de Côte d'Ivoire. Les femmes de Pont-Vogo ont manifesté leur reconnaissance à celle qui désormais est leur interlocutrice auprès du Premier ministre. Le lendemain, un tournoi de Maracana a permis d'apporter un cachet particulier à l'événement. Dans le milieu du transport, l'actualité, c'est cette rencontre qui a réuni les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif recherché est d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Godefroy Okambawa. Acteurs du transport terrestre réunis au sein de la Confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest et forces de l'ordre, tous autour d'une table pour plancher sur les difficultés liées au transport terrestre dans la sous-région, plus particulièrement à la libre circulation des personnes et des biens. Cette rencontre d'Abidjan vise à proposer des solutions afin de faciliter le trafic routier aux frontières des États membres de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est numéro 1 aujourd'hui pour la libre circulation des personnes et des biens. Nous avons le corridor, tu prends le corridor Abidjan-Noé, qui est 170 km. Il n'y a plus de tracasserie. Le nombre de pays qui fréquentent la Côte d'Ivoire aujourd'hui au transport, ça fait 11 pays de la sous-région. 11 qui viennent en Côte d'Ivoire. Avant, on n'avait pas 11 pays, même 10 pays. Je voulais assurer tous les transporteurs et même tous les opérateurs qui n'ont pas encore payé camion pour que nous on gagne emploi. Ils n'ont qu'à payer véhicule, ils n'ont qu'à venir. La Côte d'Ivoire, vraiment, il y a la sécurité. Cette rencontre périodique s'inscrit dans le cadre d'un projet dénommé Mécanisme régional, mis en place en 2012 par le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il faut noter que le mécanisme est parti de notre pays et avec l'expérience que nous avons eue, il ne pouvait pas en être autrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'implémenter dans d'autres États. On peut dire qu'il y a eu des avancées. Il y a des avancées notables, mais tout n'est pas parfait. Au cours de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites, notamment le renforcement du système de contrôle des passagers afin de maîtriser le flux migratoire et lutter contre la traite des enfants et le trafic de drogue. En politique, le Rassemblement pour la paix et la concorde RPCP s'implante dans le Haut-Sassandra. Le parti a installé ses structures locales à Issia. Elles sont en mission en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Sommet du G5 Sahel, les présidents des pays du G5 Sahel étaient hier à Pau, en France. Ils ont échangé avec le président français Emmanuel Macron. À l'issue de leur discussion, les présidents des 6 pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire. Et les présidents des pays du G5 Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de l'intervention française dans la région. Ils plaident également pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Après ce journal, retrouvez sur RTI1 le débat consacré ce soir au monde de l'enseignement, un phénomène qui gangrène l'éducation nationale ces dernières années, les congés anticipés.
Pourquoi et comment des élèves peuvent-ils décider de se donner des congés au-delà du calendrier de l'année scolaire? Comment ces congés anticipés peuvent s'expliquer? Quelles en sont les conséquences? Le débat est mené tout à l'heure sur RTI 1 par Lassine Fofana et ses invités, les parents d'élèves, la FESI, un sociologue, un chrysologue et le ministère de l'Éducation nationale. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.